Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon premier appareil moyen format que j'apprécie énormément. En l'occurrence, le petit Bronica ETR-SI ici présent. Donc c'est un appareil photo moyen format qui utilise du film 120 et qui fait des négatifs de 6 par 4,5 cm. Certaines personnes, et je vous vois venir, qui disent que le moyen format ça commence à partir de 6.6. Ces personnes-là, moi c'est non, d'accord hein? Bon, merci. Cet appareil, il a été donc commercialisé en 1988, mais avant d'en parler un petit peu plus précisément, on va faire un petit saut dans le passé, jusqu'en 1911, jour de la naissance de Yoshino Zenzaburo. Yoshino, il est donc japonais et c'est le troisième fils d'une famille de marchands de riz qui est tout à fait prospère dans le domaine. Au début de sa vie, donc, il reprend un petit peu l'entreprise familiale, il vend de riz, machin, il fait du commerce, tout ça, tout se passe bien. Mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains, ils arrivent et ils rationnent et commandent un peu la distribution de riz dans le pays. Donc du coup, lui, en plus de ça, il est désireux d'étendre son activité et il a envie d'ouvrir un petit magasin de matériel photo. La légende dit qu'il s'intéressait au matériel photo parce qu'apparemment il traînait pas mal dans le quartier de Ginza à Tokyo. C'est un quartier un peu haut de gamme avec pas mal de boutiques de luxe, y compris des boutiques de matériel photo. Et lui, par-dessus le marché, il était issu d'une famille donc plutôt aisée. Et il pouvait se faire plaisir à ce niveau-là, donc il achetait pas mal de boîtiers de luxe type Leica, Contax, Hasselblad et tout le bazar. Malgré toutes ces acquisitions, il n'arrivait pas à trouver le boîtier parfait qui correspondait parfaitement à ses attentes. Et c'est là que lui est venue l'envie de créer son propre boîtier, le boîtier ultime, le boîtier parfait selon lui. Donc du coup en 1946, il ouvre un petit shop photo qu'il appelle Shinkodo Works, merci l'accent anglais, dans le quartier de Kanda à Tokyo. Donc dans son magasin, il vend pas mal de matériel photo haut de gamme et c'est comme ça qu'il se fait sa réputation de travailler un petit peu dans tout ce qui est produits de luxe. Un an plus tard, donc en 1947, il ouvre un petit atelier derrière sa boutique principale dans l'optique de fabriquer son matériel photo. Mais vu que ça coûte très cher d'imaginer, de conceptualiser une caméra argentique, il commence par fabriquer avec des employés à lui des produits de luxe type les étuis de cigarettes très bien brodés, des broches, des petits nécessaires de beauté pour femmes et des briquets. C'est donc sur ces briquets qu'on voit apparaître pour la première fois la marque Bronica. Donc Bronica, il y a pas mal de légendes sur d'où vient ce nom. La plus plausible, ce serait Zenzaburo no Nika, qui serait une contraction de tout ça. Les Zenzaburo no Nika qui voudrait dire l'appareil de Zenzaburo, donc le nom de famille de Yoshino. En 1952, ça fait donc quelques années que l'entreprise est bien installée et que ça fonctionne très bien. C'est tout à fait florissant comme business. Et il se dit que c'est pas mal pour lancer le R&D, donc le recherche et développement, de son prototype d'appareil photo argentique. Il a fallu 7 ans et plusieurs prototypes pour que le premier modèle soit commercialisé et soit parfaitement utilisable, le Bronica D que s'affiche ici. Hop. Donc là c'est parti, Yoshino il est content, il a enfin son appareil et il en produit plusieurs séries. La série la plus connue qui ressemble au Bronica D, qui s'arrêtera jusqu'en 1980, avec en passant par le Bronica S2, qui est celui qui a le plus marché de cette série-là. En 1976, il commence aussi à produire la série des Bronica ETR, donc celui-ci en fait partie. Vient ensuite la série des SQ, qui permet de remplacer la série des Bronica S, donc les premiers Bronica qui étaient un peu vieillots par rapport à ce qui se faisait. Ils sont sur le même principe que ceux-ci, sauf qu'ils font des photos de 6 par 6 cm. En 1983, c'est la série GS qui est sortie, encore une fois sur le même principe que la série de ETR, sauf que ceux-ci font des photos de 6 par 7 cm.
Cette dernière série arrêtera d'être commercialisée en 2002. Entre-temps, l'entreprise Bronica a été rachetée par Tamron. Cette dernière qui sort un dernier modèle, le Bronica RF645, donc moyen format encore une fois 645, télémétrique de très haute qualité. Celui-ci a été commercialisé à partir des années 2000 et interrompu jusqu'en 2005. Avant de passer au côté pratique et utilisation, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram qui s'affiche ici, le compte Instagram Platifoto bien évidemment, et aller jeter un œil au site également platifoto.com pour acheter un maximum d'appareils de haute qualité. Merci beaucoup. Voilà un peu pour le côté historique, à savoir que les premiers modèles des Bronica, ceux qui ressemblent un peu au Hasselblad, utilisaient des optiques Nikon, donc de très haute qualité. J'ai pas encore eu l'occasion de les tester ceux-là, mais à mon avis ça va pas tarder. Surtout le dernier modèle, le ECTL, qui propose une exposition automatique avec priorité diaphragme. Alors à savoir que moi quand je shoot avec un appareil, c'est priorité diaphragme minimum, d'accord? Parce que sinon ça me fait chier. Faut faire les réglages et tout machin. Moi j'ai pas le temps de faire ça, donc priorité diaph minimum. Voilà, donc ce qui est sympa avec les Bronica, c'est que c'est des boîtiers qui sont totalement modulables à ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que le prisme s'enlève, vous avez différents prismes. Ici c'est le AE2 qui est équipé d'un mode priorité diaphragme, bien évidemment. Donc vous avez des prismes avec différentes cellules, de AE classique au AE3 qui propose des mesures différentes d'exposition, donc mesures pondérées, matricielles, spot, etc. Ça c'est le AE2, donc milieu de gamme à peu près. Il y a le AE tout simple sans cellules, et vous avez aussi des viseurs poitrine avec juste un pare-soleil, des viseurs sportifs, etc. Vous pouvez bien évidemment changer le dépoli ici. Imaginez vous rayez le vôtre, vous pouvez le changer, il n'y a pas de problème. Il y a des dépolis plus ou moins clairs qui existent avec ou sans stigmomètre. Donc ici j'ai la version avec stigmomètre bien sûr. Moi pareil, un appareil argentique c'est priorité diaphragme et stigmomètre. Sinon c'est niet, hein, bien évidemment. Dans le même principe des Hasselblad et autres, les dos sont interchangeables. C'est-à-dire que vous pouvez changer de pellicule en cours de shooting. Donc passer du noir et blanc à la couleur très rapidement, c'est très pratique. Évidemment, les objectifs sont interchangeables. Ici, j'ai le, c'est combien, 75 mm avec un petit pare-soleil coquin, bien sûr, hein, classique. 75 mm, mais j'ai aussi le 50 mm qui est ici, donc équivalent 24-36, ça fait un 28 mm je crois, ou un 30 mm grosso modo. Donc c'est très sympa. Ici, vous l'avez aussi sûrement remarqué, j'ai la petite poignée qui n'est pas motorisée celle-là. Il y a des poignées motorisées qui existent. Et celle-ci, c'est la poignée donc manuelle, tout à fait agréable. Je fais pas mal de photos de presse, des photos de manif avec ça. Déjà, la prise en main est folle. Hop, comme ça. L'armement, le déclenchement se fait ici. Hop, et l'armement, avec deux petits coups comme ça, l'armement se fait également sur la poignée, c'est très pratique. Ce qui fait que, hop, on a cette position quand on shoot. La poignée là, hop, c'est pas très lourd. C'est tout à fait agréable. Autre avantage également, c'est un appareil donc équipé d'un obturateur central. Dans tous les objectifs, vous avez un obturateur, ce qui permet entre autres de shooter au flash à n'importe quelle vitesse. C'est-à-dire que sur les appareils à rideau, c'est quoi? C'est 1 125e à 150e grand max en vitesse synchro flash. Là, on peut monter jusqu'à 1 100e en vitesse synchro flash, donc c'est très pratique pour les gens qui font le studio et autres. Donc ça, c'est un point en plus. Concernant donc la manivelle, donc ça c'est encore une fois la non motorisée, et vous pouvez l'enlever et mettre une petite manivelle comme ceci, tout à fait classique et beaucoup plus léger à utiliser. Voilà, ici la petite manivelle qui est montée, hop, et à la manière des autres Hasselblad, etc. Petite manivelle comme ça, très pratique, toujours sympa. Donc celui-ci c'est le ETR-SI, donc dernier modèle de la série des ETR. Il se différencie essentiellement par la présence, hop, ici, de deux petits leviers qui permet l'un de faire de la surexposition, de la surimpression, donc double, triple, voire quadruple exposition.
Et l'autre qui permet de remonter le miroir pour faire de la prise de vue avec un minimum de vibration en fait. Donc voilà, je vous affiche ici quelques images que j'ai faites avec cet appareil. Donc c'est un appareil qu'on peut trouver vraiment pour pas cher pour ce que c'est-à-dire aux alentours de entre 300 et 500 voire 600 euros selon les objectifs et le nombre d'accessoires qu'il y a avec. Alors encore une fois, ça peut se trouver moins cher, hein, bien évidemment, on peut tomber sur des bonnes affaires, mais je me base sur les ventes réussies sur eBay, ce qui peut donner une estimation à peu près de choses qu'on peut trouver. Voilà, donc moi je l'ai acheté pour pas cher, aux alentours de 300 euros avec tout le set que j'ai après ajouté, les accessoires et tout ça. Donc voilà, donc c'est un appareil tout à fait sympathique pour débuter le moyen format, même si vous avez déjà d'autres appareils. C'est vraiment un système très modulable et agréable à utiliser. Alors si je devais trouver des petits défauts, alors vraiment c'est très sympa mais à utiliser, mais la conception, moi où j'aurais demandé un autre système, c'est au niveau de la fixation du prisme. En fait ici il y a un petit jeu, je ne sais même pas si on va bien voir, mais il y a un petit jeu entre le prisme et le boîtier, et vu qu'ici il y a des contacts entre le prisme et le boîtier, ici encore une fois, quand ça bouge, il peut y avoir des faux contacts et la cellule parfois elle peut aller vraiment faire des trucs complètement à l'ouest. Et par-dessus le marché, quand on shoot en priorité diaphragme, vu que c'est le prisme qui gère la vitesse de l'appareil, il se peut que vous déclenchiez pile au moment où ça bug et là, il nous fait des vitesses qui n'ont rien à voir avec ce qu'il devrait faire, mais bon. Ça m'est pas trop arrivé quand je shootais, mais des fois c'est un peu chiant, donc bon, c'est un point à vérifier, mais sinon, c'est vraiment un super boîtier, très agréable à utiliser. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas encore une fois à aller checker nos réseaux, platifoto.com, pour acheter du matos de qualité encore une fois, et puis bien à bientôt.